Sylvia Serfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie et vous venez juste de recevoir le prix de mathématiques Henri Poincaré. Alors, pour quelle recherche avez-vous été récompensé et dans quel domaine travaillez-vous? Je suis mathématicienne. Du point de vue des mathématiques, je travaille dans le domaine qui s'appellerait l'analyse et les équations aux dérivées partielles. Mais je m'intéresse particulièrement à une équation qui provient de la physique et qui est l'équation de Ginzburg-Landau. Donc c'est le modèle physique de la supraconductivité. Et j'ai obtenu le prix pour mes travaux sur cette équation et sur ce modèle, c'est-à-dire sur l'analyse mathématique d'un modèle de physique. L'équation de Ginzburg-Landau régit la supraconductivité, mais qu'est-ce que la supraconductivité exactement? La supraconductivité, c'est un phénomène qui est présent dans certains métaux, certains alliages. Une fois portés à basse température, on découvre qu'ils perdent toute résistance électriques, ils peuvent laisser passer des courants sans perte d'énergie ni de chaleur. Et c'est un phénomène qui a été découvert par hasard en 1911 par Kamerlingh-Onnes et qui a des applications importantes parce que les supraconducteurs peuvent servir par exemple à générer des champs magnétiques très intenses. C'est ce qu'on trouve dans les accélérateurs de particules comme le LHC à Genève. Qui servent aussi à faire des trains à lévitation magnétique, qui servent de détecteurs de champs magnétiques dans les sous-marins. Donc il y a toutes sortes d'applications technologiques. Mais le phénomène qui m'a le plus intéressé, moi dans mes travaux avec mon collaborateur Étienne Sandier, c'était d'analyser les tourbillons de vorticité qu'on voit apparaître dans un supraconducteur, donc à basse température, quand il est soumis à un champ magnétique extérieur. Alors qu'est-ce que c'est que ces vortex exactement et quels sont les enjeux de l'étude de ces vortex? Il y a plusieurs enjeux. Donc déjà, commençons par expliquer ce que sont ces vortex. Donc c'est donc des tourbillons de vorticité. C'est un petit peu comme des tourbillons dans un fluide, quand vous voyez l'œil du cyclone. Ce sont des zones autour desquelles il y a ce qu'on appelle un courant supraconducteur qui circule, qui forme une petite boucle de courant. Et il se forme quand on applique un champ extérieur suffisamment intense. Donc à partir d'un premier champ critique, on appelle ça un champ critique, on va commencer à avoir des vortex et le champ magnétique extérieur se met à pénétrer l'échantillon par l'intermédiaire des tubes de vortex. Alors que pour les champs inférieurs, ils ne pénètrent pas du tout. On dit que le matériau repousse le champ magnétique. C'est l'effet Meissner. Donc ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ces vortex apparaissaient, pourquoi, quelle était la valeur du champ appliqué qu'il fallait... la valeur du champ qu'il fallait appliquer pour voir l'apparition des vortex et surtout décrire leur arrangement parce qu'il y a des expériences qui sont, les expériences sont très frappantes, très intéressantes. On voit que quand le champ appliqué est suffisamment fort, il y a beaucoup de vortex et ils s'organisent spontanément sous forme de réseaux triangulaires parfaits, quasiment parfaits. Donc c'est comme si vous voulez comme des nids d'abeilles où on voit des réseaux qui se mettent exactement suivant des formes de triangles équilatérales. Et c'est un enjeu, disons, mathématique d'expliquer pourquoi ces formes de réseaux triangulaires, dits réseaux d'Abrikosov, apparaissent. Et comprendre pourquoi ces réseaux apparaissent, ça fait partie d'une famille plus large de questions qui est de comprendre pourquoi les choses dans la nature s'organisent de manière périodique. Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'organisation cristalline de la matière. Si vous regardez un cristal, vous voyez que les atomes se placent de manière exactement régulière le long par exemple, d'un réseau cubique. Et on ne comprend toujours pas exactement pourquoi, en fait. L'étude de ces structures-là, triangulaires, de ces réseaux, finalement, l'étude de la nature, c'est un travail de physicien. Qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un physicien? Ce qui nous différencie d'un physicien, c'est en quelque sorte les lunettes qu'on porte et les outils qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on regarde les problèmes d'une manière un petit peu différente. Et en particulier, les mathématiciens
attache de l'importance à démontrer les choses. Vous voyez, on n'aime pas énoncer des choses sans les avoir complètement démontrées, donc on cherche à obtenir des preuves. Et les physiciens cherchent plus à obtenir des informations qualitatives, quitte à faire des approximations, quitte à prendre quelques raccourcis scientifiques, si vous voulez, ou épistémologiques. Donc, du fait qu'on cherche à démontrer les choses rigoureusement, on est amené à parfois découvrir des choses que les physiciens n'auraient pas vues, en tout cas à pouvoir donner des détails plus précis. Et certainement à développer des techniques qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on développe des outils mathématiques qui s'appuient sur l'équation elle-même et pas forcément sur le phénomène physique, et qui ensuite peuvent resservir dans l'étude d'autres modèles, d'autres équations qui viennent d'autres domaines de la physique ou même parfois de la géométrie. Donc on fait des liens un petit peu différents entre les choses, et certainement un point de vue un petit peu différent. Est-ce que vous travaillez avec des physiciens et si oui, comment se passe la collaboration? Je ne collabore pas directement avec des physiciens, mais on a des interactions, évidemment, ça arrive de rencontrer des physiciens, des conférences, d'échanger sur nos travaux, etc. C'est un petit peu compliqué dans le sens où les équations sur lesquelles je travaille, par exemple, elles ont 60 ans à peu près. Donc pour les physiciens, c'est quelque chose qui pourrait être bien compris. Ils sont passés à d'autres problèmes, ils sont passés à d'autres expériences, beaucoup plus en pointe, avec des modèles plus complexes, etc. Et si vous voulez, nous on vient un petit peu après coup nettoyer un petit peu le sujet, comprendre les choses davantage. Donc, par exemple, vous avez des mathématiciens qui travaillent maintenant sur l'équation de Schrödinger ou l'équation de Boltzmann, qui elles ont plus de 100 ans. Enfin, donc là, c'est vraiment un travail avec une échelle de temps différente, si vous voulez, avec une perspective de temps beaucoup plus longue. Mais parfois, on peut avoir la chance que les techniques qu'on développe finissent par également pouvoir dire des choses sur des problèmes que les physiciens se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, vous imaginiez travailler dans ce domaine en particulier? Non, pas du tout, évidemment. J'ai commencé à avoir l'idée de faire de la recherche en mathématiques, mais je n'avais aucune idée du champ des mathématiques que j'allais étudier. Je me doutais certainement pas que j'allais étudier les mathématiques en lien avec la physique, par exemple. Je crois que je m'imaginais faire quelque chose de plus théorique en réalité, mais les choses évoluent et la vie vous emmène dans des chemins imprévus, c'est ça qui est bien aussi. Et comment ça s'est passé justement, ce choix? Ça s'est passé lors de mes études, donc j'ai fait un DEA, ce qui s'appelait à l'époque un DEA, comme un master dans le domaine des équations aux dérivées partielles, donc c'était parti pour être plus pour de l'analyse, des équations qui éventuellement s'appliquent à des modèles physiques, etc. Mais je ne savais pas trop ce que ça allait devenir, mais simplement j'ai rencontré mon directeur de thèse, Fabrice Bétuel, à l'université d'Orsay, qui m'a proposé comme sujet de thèse d'étudier l'équation de Ginzburg-Landau, sur laquelle il avait déjà lui-même commencé à travailler. Et donc c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Mais souvent en mathématiques, on choisit pas, on définit pas soi-même son premier sujet de recherche. On laisse le soin à un directeur de thèse de vous orienter vers des pistes possibles. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'avenir, vous le voyez comment? Je pense que j'aimerais maintenant développer davantage les liens entre le travail que j'ai effectué sur Ginzburg-Landau et d'autres problèmes physiques finalement. J'ai découvert récemment des modèles en lien avec les matrices aléatoires, les gaz de Coulomb, qui sont plus du domaine de la physique statistique, donc ça me fait apprendre des choses nouvelles et également voir comment les outils qu'on a développés, les outils mathématiques qu'on a développés, permettent de dire des choses nouvelles dans ces domaines-là. Donc c'est assez excitant, puisque finalement on discute avec des collègues nouveaux et on se rend compte qu'on peut leur dire des choses qu'ils ne savaient pas, démontrer des choses qu'ils ne savaient pas. Donc j'ai envie d'aller de plus en plus vers des choses vraiment liées à la physique, la mécanique statistique, la physique mathématique,
les effets comme les transitions de phase qui se produisent suivant certaines températures en mécanique statistique, comme la transition de Kosterlitz-Thouless. Enfin, il y a tout un champ de mathématiques physiques à l'interface qui m'intéresse et qui permet de renouveler un petit peu mes thématiques tout en capitalisant un petit peu sur le travail précédemment effectué. Donc c'est souvent un peu comme ça qu'on avance. Vous admettrez qu'il est un petit peu compliqué pour un public profane de parler de mathématiques. Les mathématiques sont souvent considérées comme une science plus compliquée que d'autres. Est-ce que cela se pose un problème selon vous? C'est un petit peu un problème parce que les gens peuvent paraître être un peu effarouchés par le côté abstrait des mathématiques. Et puis on nous pose des questions du genre, des questions assez naïves, donc comme la recherche en mathématiques, ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il reste des choses à trouver en mathématiques? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout? Et je pense que les gens ne posent pas ces questions quand il s'agit de biologie, de médecine ou même de physique. Mais après, on peut toujours... ce qu'il faut, c'est d'arriver à donner aux gens la curiosité, simplement de s'ouvrir l'esprit à la possibilité de quelque chose qu'on peut expliquer de manière parfois métaphorique, mais aussi parfois de manière très concrète. Donc il y a des fêtes de la science, etc. Vous verrez des choses très simples, des bulles de savon, des manières très simples de parler de mathématiques, parce que finalement, les mathématiques, le langage est abstrait, mais les objets qu'on décrit par ce langage sont assez concrets en fait, et assez accessibles à tout le monde. Donc il faut juste arriver à donner envie aux gens d'être un peu curieux, d'aller écouter davantage. En même temps, on ne peut pas se plaindre trop parce que les mathématiques en France et partout sont quand même relativement favorisées du fait que c'est quand même une des premières matières qu'on apprend à l'école. Enfin, tout le monde est confronté un jour ou l'autre aux mathématiques. On ne peut pas tout à fait dire que ce soit le cas des autres sciences. Vous pouvez passer une scolarité complète sans faire beaucoup de physique ni beaucoup de biologie, si vous voulez. Donc, je pense que l'un compense l'autre. Et puis, c'est vrai que c'est la tâche... est peut-être plus lourde pour les enseignants. Je dirais que ça revient davantage aux enseignants d'arriver à donner aux élèves un intérêt pour la matière qui ne soit pas purement... de ne pas en faire quelque chose de rébarbatif et purement calculatoire, si vous voulez, de montrer qu'il y a de vrais concepts, de vraies idées, une certaine beauté dans les mathématiques. Leur faire aimer ça. Les Assises nationales de la recherche vont débuter en novembre. Selon vous, est-ce que chercheur est un métier d'avenir? Évidemment, c'est un métier d'avenir au sens où je pense qu'on aura besoin de chercheurs et même de plus en plus de chercheurs si dans les pays occidentaux on veut continuer à développer ce qu'on appelle une économie de la connaissance. Donc je pense que oui, chercheur est un métier d'avenir dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai qu'on se fait toujours du souci pour les conditions dans lesquelles les jeunes vont arriver dans le domaine de la recherche. Les salaires en France qui à l'entrée sont vraiment assez bas. Si on veut habiter à Paris, par exemple, quand on recrute des jeunes collègues, bon, ils peuvent tout juste se loger. Et donc c'est vrai qu'on se fait du souci. Si vous voulez, c'est notre rôle un petit peu d'interpeller les dirigeants pour faire en sorte qu'ils continuent à pérenniser les acquis de la recherche française, notamment en mathématiques. L'école de mathématiques française a une énorme tradition d'excellence qui n'a pas été démentie jusqu'à maintenant. Ce serait dommage que ça s'arrête. Mais en tout cas, je dirais aux jeunes qui ont un intérêt pour les sciences que si ça vous plaît, il faut y aller. Enfin, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un métier extraordinaire et qui a plein de très bons côtés, notamment en mathématiques, la possibilité d'interagir avec des collègues du monde entier, de voyager si on en a envie autant qu'on veut, puisqu'on n'est pas lié à un laboratoire ni à une expérience, donc on peut se déplacer avec son ordinateur et faire ce qu'on veut où on veut. Donc la très grande liberté, à la fois physique et intellectuelle, le fait d'être son propre chef, enfin en quelque sorte,
Tout ça fait que j'aurais certainement aucune envie de changer de métier. J'en vois pas de meilleur possible, en tout cas pour moi, bien sûr. Sylvia Serfati, merci d'être venue ici et nous accorder cette interview à la Cité des Sciences. Merci à vous.